Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Dans le premier panel, nous avons parlé de la nécessité de bouger et, pour paraphraser le biologiste Laborite, de ne pas trop s'en remettre au hasard face à la digitalisation de l'économie. Dans ce second panel, nous allons évoquer la méthode ou les méthodes, comment s'y prendre, comment agir. 4 entrepreneurs dans ce panel, dont l'industrie, l'éducation et le commerce, qui ont dû retrousser les manches. Alors, vous allez faire aussi le petit coucou, parce que comme ça, les gens peuvent vous identifier. Alain Moser, patron de l'école éponyme, qui va s'exprimer face à la disruption numérique dans l'éducation. Livio Elia, de la société Eskenazi, qui va nous parler du catalogue papier au catalogue numérique dans l'industrie B2B. Marc Besson, de Visilab, comment générer des ventes et ne pas phagocyter les lieux de vente. Je crois qu'au fond, il s'agit d'harmoniser sans commerce, de détail. Mais en préambule, je vais céder la parole à Marco Pierre Martiri, qui a rejoint récemment la Chambre de commerce et d'industrie. Cela fait 30 ans qu'avec son entreprise Ondaco, qu'il est toqué dans l'éthique. Je m'explique. Il est complètement imprégné des changements en cours et a donc une immense expérience et vision technologique de l'information, donc l'éthique. Ainsi, il va passer en revue rapidement les questions qui se posent lors d'une mutation numérique et il va surtout vous dire comment la Chambre de commerce et d'industrie peut vous aider. À vous. Merci Philippe. Alors, dans le désordre, le toqué d'éthique, bon, ça ne fait pas 30 ans que mon ancienne structure fonctionnait, mais ça fait effectivement plus de 30 ans que je suis actif dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et la seule constante, mais on l'a déjà dit un certain nombre de fois, c'est que le changement est là pour durer et simplement s'accélérer. Concrètement, puisqu'on est le dernier obstacle entre vous et l'apéritif, ou l'avant-dernier, on va essayer d'être aussi pragmatique que possible. Je commencerai par essayer de répondre par la dernière question qui a été posée. Que peut faire la Chambre pour ses membres dans le cadre de ces thématiques qu'on a évoquées, de transformation de la société finalement, c'est de ça dont on parle. Ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est commencer à discuter avec nos membres, tout simplement, avant de parler de technologie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos préoccupations? Quels sont vos soucis? Quelles sont vos idées? Quels sont vos projets que vous avez déjà essayés, vous avez déployés, vous avez du succès ou pas de succès? Commençons à en parler entre nous. Donc c'est simplement revenir aux fondamentaux de la création d'une communauté, de la communication, d'évoquer et de partager des choses et de, finalement, pour prendre un terme qu'on utilise maintenant couramment, de la co-création de valeur. La co-création de valeur, c'est quoi? C'est de se dire les choses de façon peut-être un peu plus ouverte qu'on ne le faisait avant. Et quand on parle de use case ou de business case, de partage d'expérience, ce qui va être fait ce soir, entre autres, ça ne devrait pas rester dans le cadre d'un événement unique, une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Je vais vous dire ce que j'ai fait et essayer de vous inspirer. Ça devrait être toute l'année, dans le cadre d'une veille technologique, d'une veille économique, d'une veille sociétale, comprendre ce qui se passe, et puis c'est vous qui allez nous dire ce qui se passe, et finalement vous mettre en relation entre vous, les bons acteurs, pour que vous puissiez créer de la valeur. Alors, je vais rajouter une question là-dessus, c'est-à-dire quoi? Vous allez demander aux gens, parce que c'est la question que je vais poser à votre prochain interlocuteur, vous allez partager vos échecs, parce que se lancer dans la digitalisation, c'est des fois dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats, et il y a quand même des curseurs à placer. Donc, qu'est-ce que vous allez lancer des ateliers? Comment vous allez procéder? Alors oui, effectivement, on ne voudrait pas tout dévoiler tout de suite, mais on a déjà commencé à lancer des ateliers de réflexion, des ateliers de partage. On parle de lab, alors ce n'est pas forcément les Fab Labs, mais c'est un thème qui revient. Et j'aimerais aussi préciser tout de suite que ce qui a été dit en termes de coûts, c'est faux. Il ne faut pas dire la digitalisation, la transformation digitale, c'est cher, c'est compliqué, ça va me faire mal à la tête. Pas du tout. On commence par se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Chaque entreprise sait quelle est sa raison d'être et pourquoi elle a des clients. Quand on dit un client, c'est quelqu'un qui vient un certain nombre de fois. La première fois, c'est par erreur. La deuxième, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et à la troisième fois qu'il vient acheter quelque chose chez vous, c'est vraiment un client. Il veut travailler avec vous. Il s'agit de comprendre, savoir quelles sont les raisons qui motivent
sa relation avec votre entreprise, et puis après, intégrer ou non les moyens adéquats par rapport à une société qui évolue. Merci. Livio Elia, alors de la société Ezi Eskenazi, pour vous le défi c'était de passer, alors c'est du langage journalistique, du langage du bottin de téléphone, hein, avec 3800 références au catalogue numérique. En fait, vous proposez des outils, des instruments pour les entreprises de micromécanique, d'usinage, d'horlogerie, d'instruments médicaux. Donc l'idée, le challenge, c'était de ne pas faire fuir l'acheteur lorsqu'il venait sur votre site et qui chope mal à la tête. Donc l'idée, c'était, en 3 clics, essayer d'identifier son besoin. Racontez-nous ça. Déjà, pour situer un peu l'histoire, la société Eskenazi, elle a été créée il y a 100 ans à peu près, en 1916 à Carouge, elle est toujours là. Et d'ailleurs, elle est mentionnée dans le document de la BCGE des sociétés familiales. Donc, le défi était important. L'idée, ce n'était pas de ne pas les faire fuir, les clients, c'était plutôt de les faire venir. Et effectivement, on fabrique depuis plus de 100 ans, bien sûr, ils ont beaucoup évolué, mais des outils, les outils coupants. Moi, je suis ingénieur, je ne crois pas d'avoir, pendant mes études, étudié, passé plus de quelques heures sur l'étude des outils coupants. Ce qui veut dire que c'est de moins en moins connu. Et c'est vital pour fabriquer les objets de valeur et pas de valeur au niveau de performance et qualité attendu. Ce qui veut dire que le parcours traditionnel, c'était d'étudier, de prendre un catalogue, essayer de comprendre, de se repérer. Puis quand le technicien avait défini l'outil, il le passait aux achats qui nous contactaient pour nous demander le prix et la disponibilité. Puis c'était pas bon, on disait oui, on n'a pas celui. Bon, j'aurais fait courte. L'idée, c'est de dire pourquoi pas franchir le pas. La société avait déjà fait la transition automatique, c'est-à-dire que toutes les machines sont automatiques. Et l'idée, c'est de dire on fait faire tout ça à cette fameuse intelligence artificielle pour voir si elle est capable de le faire. Et effectivement, le challenge était de le faire en 3 clics. Et comment on a commencé? Alors, on a commencé par la fin. C'est-à-dire qu'on s'est mis à la place de l'utilisateur et on a fait ce qu'Adela a défini, le Customer Journey. Là, nous, on l'appelle Customer Experience, mais c'est un peu quel est le processus que le client s'attend de faire rapidement pour, en quelques clics, avoir l'information parmi les 4000 références aujourd'hui, alors qu'il y a à peu près 600 000 informations dans le site. Et non seulement de faire ça, avoir donc défini l'outil, connaître la disponibilité, avoir quelques pièces, quelques papiers imprimés qu'on peut faire en direct parce que l'outil est responsive, c'est-à-dire qu'il marche sur le téléphone comme sur les PC, etc. On peut le faire tourner aussi dans un atelier. Et bien évidemment, se connecter, avoir son prix et passer la commande tout simplement et éventuellement avoir aussi d'autres services autour, style l'archivage de ses propres commandes et l'envoyer à ses propres collègues au cas où il serait nécessaire. Voilà un peu ce que le challenge était. Alors, Monsieur Pierre Martiri a dit que ça coûtait pas cher, mais est-ce que ça vous a coûté cher, centaines de milliers de francs, dizaines de milliers de francs, pour aborder la notion d'atelier et de partage d'informations? Et deuxième question, comment ne pas tomber dans le piège de l'usine à gaz? Ça, c'est vraiment le clou. En fait, j'ai la fâcheuse tendance à voir les choses dans l'autre sens, dire combien ça me rapporte plutôt que combien ça me coûte. Parce que, comme oui, mais pour avoir un ordre d'idée, alors là, c'est en centaines de milliers de francs quand même. C'est de l'ordre de... En fait, bon, on parle de sous, bien évidemment, mais quand vous faisiez un catalogue, alors je me rappelle quand j'ai commencé il y a quelques mois, quelques années comme Marco, pas 30, mais presque, on faisait des catalogues. Alors j'avais des mots que j'aimais bien, les blueprints. On faisait des catalogues, on faisait les blueprints, et puis on trouvait les coquilles dans les blueprints. Donc il fallait tout refaire. Et quand vous touchez un truc au milieu du catalogue, tout le catalogue était à refaire. Et quand vous faisiez le calcul de tout ce qui coûtait, c'était une fortune aussi.
Ce qui veut dire que 2 ans après, vous refaisez un catalogue, vous remettez des sous, il y a le marketing. À l'époque, on achetait les bases. Hein, on a les bases clients qui coûtaient une fortune. Alors, il y a des sociétés qui vendaient que ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. À la place de mettre les sous dans ce genre de choses, on les met dans le développement. Alors, combien ça coûte? Effectivement, ça se compte par dizaines de milliers de francs, effectivement. Mais ce qui est plus important de savoir, c'est combien ça va vous rapporter et combien ça va vous faire gagner un temps d'image, de support client, de customer experience. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir la réponse here and now. C'est-à-dire, vous avez une idée et on doit l'avoir. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui viennent sur le site le samedi soir ou le dimanche après-midi parce qu'ils ont probablement eu, ils sont rappelés qu'il fallait que pour lundi ils fassent le job et ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont en complète autonomie. Donc, bien sûr, ça coûte, mais c'est un service rendu et c'est un retour sur l'investissement assez important. Alors, comment faire pour ne pas se planter? Ça, c'est voilà. Externaliser, faire en interne, comment contrôler, au fond les questions qu'évoque aussi l'étude, hein, alors là, pas faire d'usine à gaz, parce que lorsqu'on est face à un consultant, ses intérêts ne sont pas forcément les nôtres, si je comprends bien, surtout pour une PME. Alors, moi, je résume ça en un mot. Alors, je ne sais pas, c'est Alexandra a fait un néologisme, j'en fais un deuxième. C'est le détricotage. Il faut éviter de détricoter. Parce que ça coûte. Ce qui coûte, ce n'est pas vraiment investir, parce que ça a été dit plusieurs fois, vous pouvez y aller doucement, par morceaux, ou créer des modules, vous mettez en ligne les modules, etc. Le problème, c'est que quand vous avez fait tout ça, et puis vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne customer experience, ce n'est pas le chemin que vraiment le client s'attend d'avoir, et là, vous avez commencé à détricoter, et là, ça coûte cher. Alors, comment faire pour éviter ça? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a la première, je crois que ça a été dit aussi, être humble, c'est-à-dire aller sur le marché et comprendre comment les gens raisonnent. On a beaucoup changé. Pour moi, le plus gros changement dans le 4.0, c'est nous. Nous avons changé nos habitudes. Et on ne le voit pas parce qu'on vit avec nous tous les jours. Donc, c'est un peu difficile de se rendre compte. Mais c'est ce qu'on a fait. Hein. Et donc, il faut aller sur le marché et comprendre quelle serait cette fameuse customer experience, hein, comment innover, hein, quel type de service il faut amener. Et une fois que vous avez fait ça, il faut effectivement travailler avec des équipes externes. Il faut avoir un noyau central, en interne, qui a la maîtrise de la connaissance et qui décide des technologies à appliquer ou pas. Hein. Des technologies, hein, je parle de Symfony, de tous les systèmes qui sont nécessaires pour créer un site et créer une customer experience. Donc, il faut garder vraiment avoir la volonté de garder la connaissance. C'est vous le mettre à bord et puis jouer avec des équipes externes, sachant que les technologies changent pratiquement 2 fois par an et que ce qui n'était pas possible il y a 3-4 mois, peut-être demain, ça l'est. Hein. Et donc, il faut vraiment être un peu curieux, humble et faire attention à toujours vérifier sur le marché qu'est-ce que vous êtes en train de faire va vraiment apporter en plus. Merci. Dernière petite question avant de passer au prochain interlocuteur. Où est-ce que vous vous êtes planté? Alors, je dirais à peu près partout. Mais ça a été dit aussi, c'est pas grave. À partir du moment que vous commencez à considérer que vous pouvez vous planter. Et donc, on n'y va pas franco, on teste. Il y a énormément de techniques. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon, ceux qui le sont, ils pourront vous en parler. On peut faire des carottages, on peut tenter des choses, on peut commencer à voir si ça prend, si le marché répond bien, etc., etc. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de mettre le trig et puis y aller, ou bien rembobiner. Donc, effectivement, au départ, on pensait qu'avec un catalogue en ligne, ça aurait été largement suffisant. Et ce n'est pas le cas. Et puis, ça, on apprend en marchant. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que ce sont vos propres interlocuteurs, c'est-à-dire les gens qui utilisent, hein, qui vont vous donner un peu les tuyaux à condition que vous soyez prêts à les entendre. C'est-à-dire faire, au fond,
une espèce de petit workshop avec ses propres clients pour leur poser exactement quelles sont les questions, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme solution. Vous l'avez fait? C'est une des techniques qui peut être effectivement utilisée. C'est pas la seule, mais ce n'est une. En tout cas, tout ce qui vous... en fait, au départ, il faut s'imaginer soi-même quand on clique pour faire notre propre achat, quel est notre parcours intellectuel, quelle est notre attitude. Et une fois que vous avez démarré dans ce sens-là, ben, c'est exactement la même chose. Donc il faut être vraiment proche, essayer d'écouter, d'avoir des signaux et puis s'adapter, quoi. Merci. Alors, avant de passer au e-commerce, business to consumer, on va faire un peu une pause éducation, culture. Alors que les DIP des différents cantons veulent interdire le smartphone à l'école, certains DIP, d'autres hésitent. À l'école Moser, chacun a un iPad. Hein. Étant dans le tout ou rien, comment gérer le numérique dans l'éducation, où placer le curseur entre, parce que c'est aussi un problème, le risque d'addiction chez les jeunes, et passer à côté d'un outil qui est formidable. Alors, j'aimerais vous entendre, Alain Moser, sur, au fond, le smartphone et ses dérivés. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile? Vous m'avez dit, ça aide à mieux collaborer. Racontez-nous ça. Oui, donc bon, d'abord j'ai une entreprise familiale, donc c'est une PME qui a à peu près 200 employés. Donc la transition numérique, on a dû la faire d'abord au niveau de notre entreprise, avant de la faire certainement au niveau des écoliers et du travail qu'on fait à l'interne. Maintenant, si la question est celle de la formation des jeunes, c'est vrai que je dis souvent l'école et le numérique, ça n'a de sens pour moi parce que je le considère comme une vraie révolution collaborative. C'est-à-dire que ces outils qui restent des outils doivent permettre aux élèves, aux professeurs et aux parents de mieux collaborer, de mieux s'entendre et de réaliser des projets qui soient plus ambitieux que ce que permet aujourd'hui l'école dans sa représentation classique avec un enseignant et une classe en face d'elle. Donc oui, les outils existent, alors l'iPad, que sais-je, moi je ne suis pas très fan de tous ces outils, mais aujourd'hui ils permettent de mieux collaborer, ils permettent aussi d'amener une dimension plaisir, une perspective d'ouverture aussi par rapport au monde dans lequel vivent les jeunes qui nous entourent, et amènent aussi des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans d'autres contextes, mais souvent qu'ils utilisent à mauvais escient ou à fins récréatives uniquement. Donc leur dire, c'est des outils qui demain vont faire partie de votre vie et du travail que vous allez faire. On a vu les statistiques, on a vu ce qui va se passer dans le monde du travail. Donc je dis souvent, on n'apprend pas le français aux élèves pour qu'ils deviennent tous écrivains, et on n'apprend pas l'informatique aux élèves pour qu'ils deviennent tous informaticiens, mais c'est des langues, c'est des concepts qui doivent être absolument maîtrisés et compris. Et je pense que l'école publique, effectivement, est en train de rater complètement le virage du numérique, malgré les discours de bonnes intentions qu'on entend ça et là de la part des départements. Il n'y a pas les budgets non plus, il n'y a rien. La formation est catastrophique quand on voit les hautes écoles pédagogiques, le temps qui est consacré pour former des enseignants sur ces nouveaux outils est complètement à côté de ce qui se passe dans d'autres pays. Angela Merkel a annoncé il y a 2 ans 4 milliards d'investissements dans les écoles pour les connecter, pour amener le numérique à l'intérieur des écoles. Aujourd'hui, nous, on a un projet de formation qui va du primaire jusqu'à la maturité dans l'utilisation du codage, de l'outil informatique, de la pensée computationnelle. C'est la résolution de problèmes qui émane de tous ces outils aujourd'hui et de l'utilisation qu'on en fait. Donc oui, moi je trouve ça passionnant, c'est une révolution et un tsunami gigantesque, bien entendu, avec qui on ne peut plus faire sans. Et il faut, et nous avons la responsabilité, je pense, dans le monde de l'éducation, bien entendu, d'intégrer, de réfléchir aux enjeux. On donne des cours d'éthique, on donne des cours de philosophie aussi, les sciences humaines, on l'a dit, les compétences sociales. Tout ça fait partie d'une formation large qui fera la différence. Alors malheureusement peut-être avec mes élèves et ceux d'autres écoles, mais j'espère demain dans toutes les écoles, et je contribue humblement à la formation à l'HEP
de directeurs d'enseignement public, etc. Donc oui, faisons avancer, mais mettons des moyens. Et quand vous votez pour des conseillers d'État qui sont censés incarner l'éducation dans ce canton, demandez-leur et soyez sûrs qu'il y a des budgets pour le numérique et l'informatique dans leur projet, parce que là, c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Je rejoins le professeur Morin pour dire que sans budget, les discours de bonnes intentions, on les connaît, ça ne va pas nous amener très loin. Merci. Alors, juste une question peut-être sur l'introduction de l'informatique maintenant. Je ne sais pas si c'est au cycle ou au collège qui doit se faire au détriment forcément d'autres matières. C'est quoi votre avis là-dessus, puisque maintenant... Oui, alors bon, la Suisse a un système assez particulier d'études, puisque la maturité suisse, c'est 14 domaines qui sont évalués, donc 14 à Genève, c'est 13 dans tous les autres cantons. On aime bien faire différent ici. Et on nous annonce qu'il faut ajouter une matière supplémentaire qui est l'informatique. Alors, ça me semble être un non-sens complet, bien entendu, puisque l'informatique n'est pas une matière en soi, on ne sait pas de quoi on parle. Il faut intégrer ces outils numériques, il faut intégrer la pensée computationnelle dans les différentes matières. Et je pense qu'effectivement, c'est un mauvais prisme et ce n'est pas dans ce sens qu'il faudrait imaginer l'introduction de ces outils. Il faut les utiliser en mathématiques, il faut les utiliser en français, il faut les utiliser dans tous les domaines possibles, en sciences, en biologie, puisque demain, à l'EPFL et ailleurs, ils seront face à ces outils qu'ils utiliseront dans des matières. C'est comme les langues, malheureusement, on ne les apprend pas pendant les cours de langue, on les apprend en pratiquant avec différentes matières. C'est ce qu'on appelle l'immersion, il faudrait le faire, et c'est ce que nous faisons avec le numérique à l'école. Dernière petite question avant d'aborder un autre thème, c'est au fond, l'instruction publique veut interdire le téléphone portable. Vous utilisez l'iPad, c'est-à-dire qu'on l'utilise uniquement pour étudier ou on peut communiquer avec? Quelles sont les limites? Comment le curseur, vous le placez où? Parce que là, je pense qu'il y a des parents. Oui, non, mais je vois bien la problématique. C'est... Pour moi, l'outil n'est absolument pas important et c'est une aberration de dire à des jeunes qui ont des téléphones portables qui leur permettent de se connecter sur n'importe quel support numérique, de leur dire on ne les utilise pas, mais on vous fournit des iPads que vous allez devoir payer alors qu'ils ont tous dans leur poche, aujourd'hui en Suisse et à Genève, des outils qui leur permettent de travailler s'ils le souhaitent. Donc, l'enjeu, c'est l'environnement numérique de travail qu'on met à disposition des élèves. C'est-à-dire qu'ils doivent se connecter dans un environnement, et c'est ce qu'on développe dans notre école, sécurisé. Ils vont sur une application, et depuis cette application, les enseignants mettent à disposition des groupes de travail, des documents, des applications qui ont été validés et choisis par les professionnels de l'éducation. Donc l'environnement numérique de travail est déterminant et les outils sont tout à fait secondaires. Donc je pense que c'est un faux débat, un mauvais débat. D'ailleurs, la plupart des pays autorisent aujourd'hui les élèves à bring your own devices, c'est exactement ça, amenez vos outils et puis utilisez ce qui vous fait plaisir, quoi. Le but, c'est d'apprendre, c'est de progresser et puis c'est d'être en phase avec le siècle dans lequel grandissent ces enfants. C'est ça, tout l'enjeu, il est là. Merci. On va revenir au e-commerce après le e-learning. Marc Besson est responsable des systèmes d'information du groupe Visilab. Dans ce cadre, il a pour mission de superviser l'ensemble des projets informatiques ainsi que la mise à disposition d'une infrastructure fiable pour plus de 100 magasins, dont certains qui bossent 7 jours sur 7. Alors, je crois que vous avez, c'est Maury, votre président, qui disait ça dans un journal, que vous avez développé une recette de mix de vente en ligne et de réseau de magasins que vous avez baptisé Omnicanal. Oui, la démarche Omnichannel chez Visilab, c'est quelque chose qui a commencé il y a 5 ans maintenant. On s'est fait la réflexion que nos clients, comme dans le monde du B2B, ils voulaient pouvoir acheter ou pouvoir commencer un acte d'achat 24 heures sur 24, ou ils voulaient à la maison, dans les salles de cours même, pour essayer la dernière Ray-Ban disponible, et on se devait de répondre à ce besoin-là. Tout en maîtrisant nos canaux de distribution. Aujourd'hui, Visilab, on n'a que 30 ans, mais on a 800 personnes dans nos magasins qui, au quotidien, interagissent avec des clients. C'est beaucoup de 30 ans par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au Standard & Poor's. Hein. On espère survivre encore quelques années. On devait répondre à ce challenge-là, de apporter des solutions technologiques. On les met à disposition sur des canaux Internet, sur des smartphones. Vous pouvez essayer 4000 paires de lunettes en réalité augmentée sur notre site web et ce genre de solutions.
Mais quelque part, le challenge pour nous, c'était de faire en sorte que nos magasins adhèrent à cette démarche, nos collaborateurs adhèrent à cette démarche. C'est pour ça qu'on a dû les embarquer avec nous, on a dû les former, on a dû communiquer. J'ai tendance à dire, en tant que responsable IT, la partie technologique, c'était la partie la plus facile. Et vous n'entendrez pas de tous les responsables IT, mais c'est que de la tuyauterie, et on fait ça depuis 30 ans, 40 ans, on sait comment faire. Avoir tous les collaborateurs avec nous, ça fait en sorte qu'un client qui achète sur Internet, quand il se rend en magasin pour avoir un service client, a la même expérience et n'est pas vu comme un ennemi qui a acheté à la concurrence, même si c'est dans le même groupe, c'était le grand challenge. On a communiqué pour ça, on a incentivé, on a pris le parti de dire que 100% des chiffres d'affaires réalisés sur le web étaient rétrocédés au magasin, et on a aujourd'hui tous les magasins avec nous dans ces démarches. C'était vraiment le grand challenge qu'on avait. Ne pas vouloir vendre en ligne à tout prix, mais faire en sorte qu'on ait cette expérience complète pour le client et le remettre au centre de l'expérience. Mais bon, ça rejoint un peu Genève Avenue, là, ma question. Chez Visilab, lorsqu'on achète sur Internet, on paye le même prix qu'en magasin. Comment ça se passe? Parce que là, on a la comparaison internationale immédiate. Hein. Alors, on paye le même prix qu'en magasin. On a fait ce choix-là. Mais on essaie d'apporter un service différent. Alors, tout à l'heure, on voyait Google comme le grand méchant et les GAFA qui volaient vos données. Nous, on n'a pas le choix que de travailler avec eux. Un client, quand il va rechercher une Ray-Ban, il tape Ray-Ban Wayfarer dans Google et c'est la première chose qu'il va faire. Il va immédiatement trouver le prix dans nos magasins, il va immédiatement trouver le prix sur un site européen qui va être 30% moins cher. Globalement, c'est la différence qu'on a entre un site européen et un site Visilab. Néanmoins, notamment sur des lunettes de soleil, la personne, c'est un achat d'impulsion. On le sait, on fait des études, on fait du big data là-dessus. On sait que la personne, quand elle veut acheter une lunette de soleil, c'est qu'il fait beau et qu'elle veut l'acheter dans la demi-heure qui suit. On a passé un accord avec Google, on échange nos données de stock en temps réel avec Google, et quand vous faites une recherche pendant les belles saisons sur Google pour une Ray-Ban Wayfarer, ça ne va pas vous dire qu'elle est disponible sur Zalando, ça va vous dire qu'elle est disponible dans le magasin Visilab qui est à 300 mètres de vous. Si la recherche est faite sur une adresse IP suisse? Si la recherche est faite sur une adresse IP suisse avec une géolocalisation. Alors oui, Google collecte toutes ces données, nous on essaie de les exploiter à notre bénéfice pour vous dire que la lunette est disponible à moins de 300 mètres de vous et que vous allez pouvoir la voir tout de suite plutôt que de la commander sur Internet et attendre plusieurs semaines pour la recevoir, certes moins cher, mais il pleuvra le jour où vous l'aurez. Super. Livio Elia, moi j'aimerais juste savoir, dans votre transformation, peut-être avant que je pose ma question, vous êtes toujours autorisé à poser des questions donc sur Slido. Vous pouvez, il y a de la place, je vois qu'il y a une ou deux questions, on peut en rajouter. Mais je vais continuer avec Livio Elia. La question que j'ai, est-ce que à partir du moment où vous avez choisi de numériser votre outil de vente, qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise? Est-ce que vous faites le même métier pour certains? Déjà, peut-être, je vais pouvoir vous montrer ce que ça veut dire à l'écran. Oui, alors allez-y. Alors, comme ça va être peut-être plus simple pour comprendre. Là, on ne fait pas de la pub, à moins qu'il y ait des gens, parce que c'est pas pas la de... pub, sur, mais vous m'excuserez. vous n'allez pas acheter des perceuses là, tout de suite. Non. Par contre, on va rien. Si, ça va venir. Voilà. Alors, quand je vous parlais de 3 clics, bon, déjà, il y a une partie corporate qui a été faite. Je ne fais pas de la pub, vous ne regardez pas la marque, mais c'est juste pour mieux faire comprendre ce que ça veut dire. C'est que, déjà, dans un premier temps, on affiche la couleur. C'est-à-dire, on dit ce qu'on fait. Et on espère être compris. Après ça, quand je vous parlais des 3 clics, c'est la technique, voilà, comme vous me demandez, est-ce que ça marche tout le temps? Vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Après, les 3 questions de base, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait, c'est des fraises, mais c'est pas bucolique, hein, c'est des vrais outils. Dans quelle matière, par exemple, aujourd'hui, on prend de l'or, par exemple, et puis on prend un tout petit outil, hein, c'est 0,1 mm, et puis on dit rechercher. Alors, on a dit les 3000 et quelques, 3000, presque 4000 références, bon, c'est déjà réduit à 4, et dans les 4, il y a les premiers 2
qui répondent parfaitement à la cible, c'est-à-dire à l'objectif d'opération, et deux autres qui répondent à peu près. Et vous pouvez, faisant cette opération, aller voir, comme je vous disais tout à l'heure, exactement à quoi ça ressemble, l'outil, avec toutes les informations, etc., qui servent, les QR codes, avec lesquels vous pouvez, une fois imprimé la page, vous renvoyer sur le site et vous donner toutes les autres informations. Et bien évidemment, comme ça ne suffit pas, on peut faire des calculs en ligne, c'est-à-dire que le site il va vous permettre, en mettant le type de copeaux que vous voulez enlever, la dimension, toutes les informations sur les vitesses linéaires, les vitesses de rotation et tout ça, c'est responsive et ça peut être imprimé de partout. Après, si vous avez un compte, mais depuis quelques mois, vous pouvez le faire même via un système de paiement automatique, vous connectez. Alors, je vais faire une opération. En espérant que la technique fonctionne, oui. Alors, vous avez exactement la même page, sauf qu'on a rajouté un panier. La disponibilité était déjà là, donc quand c'est vert, c'est que c'est disponible. Et le prix est affiché. Donc, vous mettez les quantités, comme pour acheter des Ray-Ban. Et le système, il vous dit, voilà, vous allez sur votre panier, et puis tout le reste est pareil. Vous avez toutes les informations, l'adresse, vous pouvez envoyer ça à vos collègues si c'est nécessaire, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes en avance, je dirais, en Suisse, avec ce système de e-commerce, je dirais, pour entreprises, par rapport, je ne sais pas, à vos concurrents, pour avoir une idée. Nous, on pense que oui, mais très humblement. De toute manière, tout le monde va s'orienter avec ce genre de système, bien évidemment. Donc, je pense que le moment, comme je disais tout à l'heure, quand il a fallu se poser la question, on a dit, bon, sans hésitation, bon, on va et on fait ce qui était déjà mentionné, la Customer Experience, et on essaye d'apporter le maximum de services aux clients. Et pas uniquement un site de calcul et dimensions de petits coupons. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Un peu tout, et dans le sens que, bon, déjà, tous les employés ont pris conscience de l'importance de leur travail, parce que vous êtes, si vous me permettez l'expression, un peu à poil. Vous avez la disponibilité en ligne, on peut faire tous les calculs, le client, s'il ne trouve pas, il ne trouve pas. Donc, ça veut dire qu'on a un trou, on ne répond pas exactement aux critères. Et de l'autre côté, on a restitué du temps aux gens, parce que tout ça, en général, ça représentait à peu près 70% des coups de fil de la journée. Donc, si vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Et donc, ça nous a dégagé du temps pour soit mieux faire faire plus de prospection ou mieux supporter nos clients via plus de développement et innovation. Donc ça veut dire qu'on a dégagé du temps des gens qui étaient du temps administratif pour pouvoir effectivement faire de l'innovation. Et puis nos vendeurs ont changé un peu de rôle parce que en fait, comme les clients font eux-mêmes leur démarche, ils nous appellent uniquement s'ils ne trouvent pas sur le site. Donc ils sont devenus vraiment des technico-commerciaux, ils sont propositifs, donc ils arrivent sur des vrais projets. Merci. Je crois que, Alain Moser, vous me disiez tout à l'heure que vous aussi, vous avez tenté le e-learning des cours sur Internet, et vous, au contraire, ça n'a pas super bien marché. Oui, on peut le voir comme ça. Alors, ça a très bien marché parce qu'on a eu plus de 3000 étudiants qui se sont connectés sur notre plateforme. Par contre, à développer des cours en ligne, c'est très très onéreux parce que c'est une technologie complexe. En plus, il y a un magasin, il faut les acheter et tout. Et oui, c'est des expériences. Alors ça a été une expérience très enrichissante. Et je pense que le online pour les cours va compléter ce qui se fait à l'école pour approfondir des connaissances, pour restituer des connaissances autrement pour les élèves absents, en lieu et place de cours privés. Mais c'est vrai que 3000 cours à 10 francs à peu près le cours. C'est-à-dire quand on les vendait 35 francs, les gens disaient vaut mieux prendre un professeur privé à la maison qui explique, parce que les parents n'étaient pas encore assez
confiant que les enfants apprennent sur le web. Et puis, on a baissé les prix. On en a vendu 3000, mais 3000 fois 10 francs, ça fait 30 000 francs. C'est à peu près ce que me coûte la plateforme par mois. Et c'était mon chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est beaucoup d'argent investi. Ça a fait progresser et réfléchir et mis en place des processus internes super intéressants. Ça a formé tous mes enseignants à ces outils qu'ils utilisent aujourd'hui beaucoup plus en classe que sur le web. Donc ça a une vertu de formation très importante. Ça fait peut-être que je suis invité dans des panels à discuter un peu de numérique parce que je me suis lancé dans cette aventure-là un peu avant les autres. Et aujourd'hui, on est en train de développer avec le design thinking et avec nos enseignants et nos élèves une nouvelle solution en ligne. Et bientôt, vous verrez apparaître une nouvelle plateforme, une école entière virtuelle où les élèves pourront se connecter partout en Suisse et dans le monde. Donc, oui, je ne lâcherai pas. Il faut de la patience, il faut de l'endurance. Il faut un peu des moyens, mais il faut s'accrocher. Si on a une conviction, comme dans tout ce que vous faites tous aujourd'hui, il faut s'y accrocher. Par contre, faire évoluer son business et puis la manière dont on le voyait il y a encore 5 ans, c'est clair qu'il faut vraiment se poser des questions et bouger. Avant de passer la parole à M. Pierre Martyry, il y a cette question quand même. C'était pas un coup dans l'eau, puisque je crois que quand même vous faites une plateforme de e-learning pour les sportifs. Les sportifs ont accès à ça, ou c'est complètement indépendant. C'est-à-dire ils ont plus besoin de venir. Donc ça veut dire on développe une activité pour quelque chose. C'est pas aussi rentable, mais ça sert à autre chose, quoi. Absolument. Donc ça, c'était un effet collatéral un peu inattendu, mais ça m'a permis d'accepter un nombre important d'élèves dans des filières sport, art, études, qui ne peuvent pas être physiquement présents à l'école durant leur cursus, puisque les moins de 18 ans, c'est là que se joue, et on n'est pas très fort en Suisse pour favoriser le sport d'élite. Donc là, ils peuvent continuer des études et effectivement, pendant qu'ils sont absents, se connecter à la plateforme, rester connectés à leur école avec des professeurs en ligne et des cours qui leur sont destinés. Et on a eu Romain Grosjean, on a eu Alban Valenzuela, des gens comme ça qui aujourd'hui ont fait des carrières exceptionnelles dans le sport et qui ont pu mener en parallèle des études de très haut niveau, puisque la plupart ont encore suivi à l'université aux États-Unis ou ailleurs. Donc oui, effectivement, ça a eu des effets collatéraux très, très positifs pour l'école. Monsieur Pierre Martyry. Oui, je voulais juste me permettre de rebondir sur ce que disait Alain pour passer peut-être 2 messages. C'est le premier de dire, autorisez-vous à faire des erreurs, mais faites quelque chose. Il faut essayer. Donc finalement, on dit est-ce que c'est une prise de risque ou pas. Donc je le mets en relation avec ce qu'on disait avant, est-ce que ça coûte cher ou pas. Faire du prototypage, essayer quelque chose. Finalement, écouter son instinct. Si oui ou non, on sent quelque chose, on dit là, il y a quelque chose à faire. Et puis, ça permet aussi de fédérer les équipes autour d'un projet commun. Le fait que ce soit une réussite, c'est mieux. Mais pour avoir un projet réussi, normalement, je ne sais pas si on parlera de ratio, mais quand on est en one-to-one, c'est déjà énorme. Normalement, on en plante 2 ou 3 pour en avoir un qui marche vraiment et qui est un vrai succès. Merci. Maintenant, si on prend Visilab, c'est quoi le futur? C'est quoi les prochains projets de développement comme ça? On ne va pas vous les copier, mais c'est pour nourrir notre réflexion. Les prochains projets de développement, on regarde tout ce qui est impression 3D, impression numérique bien sûr. On sait qu'il y a de la demande pour faire des lunettes dans cette direction-là, pour faire des produits hyper personnalisés. C'est une dimension. On regarde tout ce qui est lunettes connectées. On entend de plus en plus parler. Alors il y a eu les Google Glasses qui ont été un échec, mais qui sont en train de revenir. Il y a ces casques de réalité virtuelle. Toujours est-il qu'il faudra les adapter à la vue. Donc on est en train d'analyser, de se positionner pour voir comment on peut adapter ces solutions de réalité virtuelle ou augmentée pour votre vue. Donc voilà, c'est un ensemble de projets sur lesquels on essaie de se positionner. Et je peux peut-être partager notre plus gros échec qui était en réalité virtuelle aussi. Il y a quelques années, 1 année et demie à peu près, on s'est dit la réalité virtuelle avec ces casques, on en parle beaucoup, on va faire vivre ça à nos clients. C'est lié à l'optique, c'est lié à la vision. Il faut qu'on amène ça dans nos magasins. On a lancé un grand projet avec Daniel Maury où on s'est dit, voilà, ce nouveau verre progressif pour les plus de 45 ans, extrêmement révolutionnaire, on va tourner des films, on va donner des casques aux clients pour qu'ils se rendent compte avant de les acheter ce que ça apporte. On a lancé tout le projet, en fait, ça a été notre plus bel échec et on a beaucoup appris. Ces casques de réalité virtuelle, d'un point de vue optique, ils ne sont pas optimales parce que mettre un écran à moins de 2 cm de l'œil, ça ne vous donne pas une restitution qui est parfaite. On aime bien les écoles comme l'école Moser qui donne des iPads aux élèves, ça nous fait des clients pour le futur, mais toujours est-il que la vision de près n'est pas très très bonne.
Et quand on a donné ça à nos opticiens, dont la raison de vivre, c'est de vous donner une vue la plus parfaite possible, ils nous ont dit la qualité est tellement mauvaise, jamais on donnera ça à nos clients. Je me suis retrouvé avec 500 casques de réalité virtuelle, 500 iPods qu'on avait disposés dans tous les magasins. Ce qui est important dans ce genre de projet, c'est de ne pas en faire un échec, c'est de ne pas chercher un coupable, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette technologie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un développeur de mon équipe, on a développé une solution pour faire des inventaires, parce que faire des inventaires dans le retail, c'est le cauchemar de tous les collaborateurs. On leur a fait une petite application sur leurs iPods pour faire les inventaires. Et du jour au lendemain, ce qui était devenu un pensum est devenu quelque chose de fun, parce que utiliser un iPod pour faire un inventaire, c'était devenu rigolo. Et du coup, nos magasins adorent faire les inventaires maintenant, et on a pu améliorer nos stocks comme ça. Donc il faut aussi savoir rebondir sur ces projets de digitalisation. Même si ça ne marche pas, il faut réutiliser la technologie, on peut toujours faire quelque chose. Merci. Monsieur Pierre Martyry, on a évoqué au téléphone, tout le monde connaît ce cas, Matelas Elite. On dit aussi que ce qu'a fait HBAC, c'est bien, puisque carrément sur leur site internet, je discutais avec Sébastien, il semble que les prix même des chaussures sont le même qu'en France voisine. C'est l'effort qu'ils ont fait de communication. Alors bon, Payot, c'est pas exactement ça, mais j'aimerais quand même qu'on parle des gens qui n'ont pas, on nous a parlé des exemples étrangers de sociétés qui n'ont pas su amorcer le virage et qui ont disparu de la carte. Vous m'avez parlé d'OVS et vous m'avez parlé aussi du Vieux Carouge. Vous pouvez être un peu plus explicite? Je pense qu'à l'époque où on en a parlé, donc il y a quelques semaines, c'est parce qu'il y avait un article qui sortait à ce moment-là, qui parlait des commerces du Vieux Carouge, qui disait le Vieux Carouge est en train de mourir. Et ça, on a parlé d'expérience utilisateur ou d'expérience client. Je pense que c'est ça aussi dont on doit parler. Quand on parle de modèle d'affaires, de digitalisation, de transformation, que sais-je encore, on doit parler aussi de nouveau le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse. Je ne pense pas que les commerces, les petites échoppes dans les centres comme la commune qu'on a évoquée, soient là pour avoir un plus grand stock ou le plus grand choix possible. Ils doivent proposer une expérience qui est différente. Donc leur avenir, que je ne connais pas parce que je ne suis pas Madame Soleil, ils doivent intégrer cette notion de la transformation comportementale des clients. Donc on parle d'intégration de physique et de digital en parlant de figital. C'est un mot un peu barbare mais qui s'utilise couramment. Mais on parle de ça parce que le commerce de détail aujourd'hui est touché de plein fouet par ce tsunami ou cette énorme vague qui va tous nous atteindre plus ou moins rapidement, plus ou moins fort. Mais on parle souvent de ces cas-là parce que ça a un impact aussi sociétal. Ce n'est pas uniquement les entreprises qui pourraient potentiellement disparaître, mais c'est tout d'un coup tout un tissu social, environnemental qui peut changer ou évoluer. Si dans une commune comme ça, vous n'avez plus de magasins, il ne reste plus que des restaurants et des bars à qui on dit fermez tôt parce que les gens veulent dormir, ça a un impact sociétal profond. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération dans la réflexion et dans la proposition de valeur. J'ai une dernière question qui s'adresse à vous quatre. C'est au fond, je me rappelle, dans les années 90, il y avait cette discussion, est-ce qu'une entreprise doit se diversifier ou se concentrer sur son cœur de métier? C'était la grosse discussion, et puis on sait qu'en économie, il y a des vagues comme ça, et il y a des modes surtout. Est-ce que dans l'économie digitale, on n'échappe pas avec la nécessité parfois de changer de cœur de métier? Bon, moi je dirais clairement en ce qui me concerne, non. La première mission de l'école, c'est de transmettre des savoirs, c'est de développer chez nos apprenants le goût et le plaisir d'apprendre. Maintenant, ces outils, comme on l'a dit, contribuent et puis permettent peut-être d'aller plus loin. Aujourd'hui, par exemple, l'école Moser, le cœur métier, c'est vraiment la transmission du savoir, c'est la présence à l'école, la sociabilisation, etc. des élèves. Néanmoins, je suis en train de construire, j'essaye de faire le plus grand centre de formation que je dépose en ce moment, qu'on va ouvrir pour les enseignants, parce que je vois le retard que sont en train de prendre. Alors, pas forcément mes enseignants, mais ils peuvent former aussi les enseignants à pouvoir avancer plus vite et à progresser dans cette révolution digitale qui impacte tous les échelons de la société.
Donc la formation continue va être un des éléments aussi pour attirer des talents, mais pour garder aussi mes professeurs les plus performants. Et puis en parallèle, digital, oui, je pense que demain, je peux avoir 10 000 étudiants, alors que j'ai une école qui peut en accueillir 1000. Ils ne viendront plus de la même manière à l'école, et beaucoup, à certains moments de leur vie, iront se former, auront besoin de plateformes de formation, une organisation et un savoir-faire d'école derrière des plateformes. Donc on reste sur un cœur métier, mais oui, ça ouvre des perspectives, pour moi en tout cas, très encourageantes et exceptionnelles dans ce que je fais. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Pour nous, clairement, le cœur de métier sera d'apporter une solution à des problèmes de vue, et ça restera notre cœur de métier. Les outils de l'innovation, de la digitalisation sont que des vecteurs pour apporter des solutions, pour apporter un service, mais le cœur de métier demeure le même, en tout cas pour nous. En ce qui me concerne, dans la trajectoire d'une société, on a toujours ce doute un peu de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on n'est pas sur une phase descendante, on rajoute d'autres business, etc. Et il y a des techniques plus ou moins efficaces. Et dans le temps, j'ai travaillé pour des groupes où on avait toujours ce problème après de se défaire de ces pousses qui n'avaient pas poussé. Et donc, je suis assez optimiste parce que dans le numérique, vous pouvez inventer de nouvelles choses. C'est-à-dire que parfois, pour que le pouce puisse pousser, il faut le séparer de l'adulte pour qu'il puisse pousser, pour qu'il puisse vivre de sa propre vie. Et avec le numérique, vous pouvez, parce qu'un site, un système, s'il est bien conçu, il peut vraiment, on a entendu des croissances de 200% pour les wrappers, mais c'est le cas, ça arrive. Et tout simplement parce que vous mettez le focus sur une partie qui n'est pas votre core business, hein, et vous le laissez vivre. Donc moi je pense que c'est plutôt positif, globalement. Plus que corps de métier, moi j'aimerais parler de cohérence. Il faut que, pour que ça parle aux futurs clients, que ce soit B2B ou B2C, il faut que la personne qui propose une prestation, un service, un produit ou quoi que ce soit, il ait une histoire à raconter, que ce soit cohérent avec sa raison d'être, son positionnement et son image. Donc je rejoins ce qui a été dit en disant dans certains cas, surtout pas bouger, dans d'autres, laisser la porte ouverte à des idées, il y a des possibilités de faire autre chose, pour autant que l'histoire fasse un sens. Ok. Merci messieurs pour ces éclaircissements. Je trouve que c'était concret.